Moi, Tituba, sorcière, noire de Salem. Fille de l'esclave Abena, violée par un marin anglais à bord d'un vaisseau négrier, Tituba, née à la Barbade, est initiée au pouvoir surnaturel par Maniaya, guérisseuse et faiseuse de sorts. Son mariage avec John Indien l'entraîne à Boston, puis au village de Salem, au service du pasteur Paris. C'est dans l'atmosphère hystérique de cette petite communauté puritaine qu'a lieu le célèbre procès des sorcières de Salem en 1692. Alors là, je viens de vous lire la 4e de couverture de ce roman, de ce fameux roman intitulé Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. C'est un roman de Maryse Condé qui est assez captivant et qui revisite l'histoire des sorcières de Salem à travers le regard d'une femme noire, Tituba, qui a été injustement accusée de sorcellerie. Dans cette œuvre, Condé donne une voix à une figure historique souvent oubliée, mettant en lumière les injustices subies par les femmes et les personnes de couleur à l'époque coloniale. Tout d'abord, on va commencer par des informations générales sur l'œuvre et sur la biographie de l'auteur. Ensuite, nous parcourrons les différents thèmes abordés dans ce roman, ainsi que la puissance et la signification des personnages masculins. Pour finir, je donnerai mon avis personnel. Alors, bienvenue déguster la vidéo. Première partie, les informations générales. Le roman Moi, Tituba, sorcière paraît en 1986 au Mercure de France sous le titre Moi, Tituba, sorcière noire de Salem. Il est réédité en 1988 dans la collection Folio chez Gallimard sous le titre Moi, Tituba, sorcière. Un roman au genre hybride, mélange de biographie et de fiction qui le mettrait définitivement dans la case roman. Alors, ce roman fait 278 pages pour cette édition précisément. Pour ce qui est de la biographie de l'auteur Maryse Condé, elle est née le 11 février 1937 à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe. C'est une écrivaine de renommée internationale. Après des études en France et à l'université Columbia aux États-Unis, elle enseigne la littérature comparée dans plusieurs universités à travers le monde, notamment en Afrique et aux États-Unis. Son œuvre, souvent engagée politiquement et socialement, explore les thèmes de la colonisation, de la migration, de la race et de l'identité noire. Donc, parmi ses romans les plus célèbres, on compte Eremakonon, paru en 1976. C'est son premier roman et il raconte l'histoire d'une femme guadeloupéenne en quête de son identité en Afrique. La vie scélérate, paru en 1987, traite de l'esclavage. Moi, Tituba, sorcière, paru en 1986. Ségou, paru en 1984, est une saga historique sur le Mali précolonial. En 2018, Maryse Condé reçoit le prix Nobel alternatif de littérature en reconnaissance de son engagement en faveur de la justice sociale et de son œuvre littéraire exceptionnelle. Donc, sans plus tarder, on arrive à la partie 2 qui couvre les différents thèmes abordés dans ce roman. Le premier, bien évidemment, va être le thème de l'esclavage ou du racisme. Dans Moi, Tituba, sorcière noire de Salem, Maryse Condé aborde ce thème de manière poignante à travers le personnage de Tituba. En tant qu'esclave noire, elle est déjà marginalisée et exploitée. Mais lorsque les accusations de sorcellerie émergent, sa condition devient encore plus précaire. Elle est immédiatement pointée du doigt comme coupable, en grande partie en raison de sa race, de son statut social, mais aussi de son genre. Son origine ethnique et son apparence physique deviennent des éléments centraux de l'accusation portée contre elle. Un autre thème, le mysticisme, est un thème important, notamment à travers l'expérience spirituelle de Tituba. Tituba, elle est présentée tout le long de l'œuvre comme une femme dotée d'une sensibilité mystique
Dès son plus jeune âge, elle est profondément connectée à la nature et au surnaturel qui l'entoure. Son initiation aux pratiques magiques par Maniaya, une guérisseuse, l'a conduit à développer ses propres pouvoirs mystiques. Tituba a des expériences de transe et de vision qui la plongent dans cet état modifié de conscience. Ces expériences lui permettent d'entrer en contact avec des forces spirituelles et des entités surnaturelles qui influencent sa vie et son destin, notamment sa relation avec Benjamin Cohen, qui utilise ses pouvoirs pour communiquer avec sa défunte femme et ensuite avec ses enfants. En effet, tout au long de ce roman, Tituba est en quête de sens et de vérité spirituelle. Elle cherche à transcender les limites de la réalité physique pour atteindre un état de conscience supérieur où elle peut trouver la paix et la vérité. Je ne sais pas comment l'interpréter, mais chacune de ces initiatives pour se transcender est motivée pour le bénéfice d'un homme et pas vraiment pour son élévation personnelle. Alors, je vous laisserai vous faire votre idée après lecture, mais moi, c'était là mon ressenti. Alors, un prochain thème, la sorcellerie. La sorcellerie qui nous vaut le procès de Tituba, qui nous vaut le procès des sorcières de Salem, a été traitée, je pense, de manière un petit peu bâclée, à travers une tentative un peu boiteuse de pousser la réflexion sur la définition de la sorcellerie. L'auteur a finalement laissé le soin au lecteur de se faire son idée de la sorcellerie. Donc, je m'attendais à ce que Tituba fasse tout un plaidoyer sur la sorcellerie de son point de vue et fasse presque accepter à l'auteur le bien fondé de la sorcellerie dans la société, voire son utilité. Donc, le prochain thème, la sexualité. Maryse Condé, en effet, je trouve dans cette œuvre, a exploré des thèmes très complexes et parfois controversés. Donc, l'allusion qu'elle fait de l'homosexualité de Tituba lorsqu'elle est avec sa camarade de cellule, Esther. Cette relation est traitée avec subtilité et nuance, offrant une perspective supplémentaire sur la sexualité de Tituba et ajoutant une dimension à son caractère. Je vous lis un passage. Si tu savais, il me prend sans ôter ni mes vêtements, ni les siens, pressé d'en finir avec cet acte odieux. Odieux, pour moi, c'est le plus bel acte du monde. Dans la page 70, on peut retrouver ce paragraphe où Tituba affirme que l'acte sexuel pour elle est la plus belle chose du monde. Par contre, une fois devenu fantôme, Tituba semble se livrer à des comportements que je qualifierais de discutables, notamment en ayant des relations sexuelles avec des hommes dans leur sommeil, c'est-à-dire sans leur consentement. Cette représentation peut être interprétée comme problématique parce qu'elle dépeint Tituba comme une figure dépourvue de contrôle sur ses désirs sexuels et pouvant être perçue comme une libertine ou nymphomane, ce qui peut renforcer les stéréotypes nuisibles sur la sexualité féminine. On veut bien une sexualité libérée, mais voilà, que ça reste dans le consentement mutuel. Enfin, le personnage de Tituba ne parvient jamais réellement à trouver son propre pouvoir et son indépendance, même après sa mort. Elle reste souvent dépendante des hommes pour trouver un sens à sa vie. Cela soulève des questions sur son autonomie et sur son agence en tant que protagoniste féminine. Pour ma part, ce côté de dépendance-là me laisse un peu perplexe concernant le caractère fort, le charisme de la protagoniste Tituba. Un autre thème ici, le thème de la névrose qui revient assez souvent dans l'œuvre. La névrose est présente à travers différents personnages et différentes situations. Tout d'abord, Tituba, l'héroïne du roman, est souvent confrontée à des situations de violence, de rejet et de marginalisation. Donc, son statut d'esclave noire à Salem, accusée à tort de sorcellerie, la plonge dans un état de détresse émotionnelle intense. On pourrait interpréter son comportement, notamment sa propension à la rêverie et à la dissociation,
Comme un mécanisme de défense contre cette réalité oppressante. Les habitants de Salem, quant à eux, ils sont également sujets à des névroses collectives. La peur irrationnelle, leur obsession religieuse et leur comportement irrationnel alimentent la chasse aux sorcières d'ailleurs, qui va s'intensifier tout au long du roman. Les marrons, les esclaves qui se sont enfuis des plantations et ont formé des communautés indépendantes dans les bois, sont constamment sujets à une paranoïa et une méfiance, quitte à la peur constante d'être repris par leurs anciens maîtres. Cette paranoïa et cette méfiance constante contribuent à leur état de stress et d'anxiété permanent. Dans la partie 3, nous allons détailler un tout petit peu les personnages masculins noirs. Alors, le premier personnage masculin noir. Alors, Tituba, dès ses premières années de vie, se retrouve très souvent lâché, abandonné en amour. Tout d'abord, il y a son père adoptif, Yao, qui se suicide et la laisse seule, sans figure paternelle. Ensuite, il y a son mari John Indien qui se dissocie d'elle pour survivre, alors qu'elle avait accepté de devenir volontairement esclave par amour pour ce même John Indien. Il y a ensuite son amant et propriétaire, Benjamin Cohen, qui l'achète après son séjour en prison et qui devient par la suite son amant. Il va également lui tourner le dos pour assurer sa sécurité et celle de sa famille. Son amant, le marron, qui également va se désintéresser d'elle lorsqu'il va s'apercevoir qu'elle n'était pas si puissante que ça en matière de magie. Ensuite, il y a son fils amant, Iphigène, qui est pendu avec elle sur la fin de l'histoire. Donc, en ce qui concerne le caractère féministe que certains critiques ont perçu en Tituba, l'œuvre révèle plutôt, en mon sens, une réalité plus nuancée. Malgré certains moments où Tituba montre une résistance aux normes patriarcales de l'époque, il est clair qu'elle ne parvient toujours pas à s'affirmer pleinement en tant que féministe. Par exemple, elle ne remet pas en question le rôle traditionnellement assigné aux femmes dans la société de l'époque. Il semble souvent dépendant des hommes, suivant leur direction, même lorsque cela mène à sa condamnation à la potence. Alors, je vais vous lire un passage. Je fermais les yeux dans l'ombre. La redoutable perspicacité de ma mère m'irritait. En outre, je me faisais des reproches. N'en avais-je pas assez des hommes? N'en avais-je pas assez de ce cortège de déboires qui accompagne les affections? Ça, c'est des paroles de Tituba qui se fait la réflexion après coup, que peut-être à suivre les hommes comme ça lui réussissait pas tellement. Donc, la vie de Tituba après la mort. Et même une fois après sa mort, le personnage de Tituba semble toujours attaché à la présence masculine, vu que sous la forme de fantôme, sous la forme d'esprit, elle essaie quand même, elle revient avoir des relations sexuelles avec des hommes sans leur consentement, on le rappelle. Donc le personnage de Tituba ne parvient jamais réellement à trouver son propre pouvoir, à trouver son indépendance. Même après sa mort, elle reste souvent dépendante des hommes pour trouver un sens à sa vie ou à sa mort, ce qui soulève des questions sur son autonomie et son agence en tant que protagoniste féminine. Donc, pour en venir à la fin de cette critique, je donnerai mon avis personnel. Tout d'abord, les points forts de l'œuvre, c'est la manière dont Maryse Condé mélange habilement la fiction et l'histoire, créant un récit captivant qui nous plonge dans l'univers complexe et souvent troublant du XVIIe siècle colonial. De plus, en donnant une voix à Tituba, Condé offre une perspective nouvelle et nécessaire sur l'histoire des sorcières de Salem, remettant en question les récits historiques traditionnels qui ont souvent marginalisé les voix des femmes et des personnes de couleur. Je n'ai pas vraiment aimé la vie romancée de cette héroïne. J'ai trouvé qu'elle a été un peu dépossédée de sa grandiose et encore moins les protagonistes noirs du genre masculin. J'ai trouvé que leur personnage n'était pas assez profond entre son père adoptif qui lui apprend l'amour paternel mais qui finit par se donner la mort, son mari qui fait tout pour survivre, John Indien. J'en ai détesté d'autres.
Et je suis passée par beaucoup d'émotions en lisant Moi Tituba sorcière, cela est vrai. Je recommande ce roman, même si je reste un peu sur ma faim concernant la profondeur des personnages noirs et concernant la profondeur de Tituba. Mais voilà, toujours en est-il que ça reste un roman bien écrit qui pousse à la réflexion sur plusieurs thématiques condensées dans ces 278 pages. Voilà, c'est un roman assez appréciable, même si je reste un peu sur ma faim concernant la profondeur des personnages masculins, de leur rapport. Je pense qu'ils ont été là surtout pour donner du relief à Tituba, même si, à mon sens, elle en aurait pu avoir plus seule, sans avoir à tout le temps vouloir s'accrocher à un homme. J'aurais orienté l'histoire autrement s'il n'aurait pas de romancer sa vie après, sa vie historique, sa vie romancée, franchement. J'en aurais fait, voilà, une héroïne un peu solitaire, mais voilà, qui n'a pas besoin d'attacher sa destinée à tout va avec des hommes pour pouvoir s'accomplir. Enfin, c'est comme ça que je me vois, je me figure, je m'imagine Tituba. Maintenant, je vous laisse la liberté de lire et de vous faire également votre avis. En tout cas, il est très bien écrit, assez facile à lire et une lecture vraiment captivante jusqu'à la fin. Donc, je vous encourage à lire cette œuvre. Merci d'avoir suivi cette critique et rendez-vous pour la prochaine vidéo.